Comme beaucoup de gens en médecine, je suis arrivé en première année en n'ayant jamais bossé au lycée. Et j'avais été finalement assez déçu parce que moi, j'avais la vision, je voulais faire des immeubles à Dubaï. Les internes bossent, je crois que c'est 90 heures par semaine la moyenne. En tout cas, il y a l'Union Européenne qui a mis une certaine loi qui normalement ne doit pas dépasser 48 heures par semaine. Il y a la loi et la vraie vie. Top, eh ben c'est parti. Salut Milan. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et vous? Très bien. Alors tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Merci de venir parmi nous. Merci à Valentine qui nous a permis de nous mettre en relation. Pour que les gens comprennent, tu es externe, ouais. Tu es en 5e année et tout le monde est curieux et moi aussi parce que ça fait très longtemps que j'étais à ta place. Pour comprendre ce que tu vis, ce que c'est les études de médecine, ce que tu veux faire, comment ça marche. Je m'appelle Milan Lèbre, j'ai 23 ans, j'ai passé le bac en 2019 juste avant le Covid, et dernier vrai bac. Et après j'ai fait 2 premières années, parce que comme tout le monde j'ai raté la première. Je suis passé pendant la réforme de la première année, donc que tu connais sûrement pas. Et maintenant j'ai aussi la réforme du second cycle que tu connais pas non plus. Okay. Mais globalement les études restent à peu près sur la même longueur et tout ça, ils ont changé les modalités de concours, mais sinon c'est toujours pareil. J'ai énormément de questions. Moi personnellement, pour que tout le monde sache, je suis de la promo 2017-2018. J'ai aussi fait 2 premières années. J'ai été externe à Paris, mais il n'y avait pas de contrôle continu, c'était des partiels tous les ans. C'était des stages tous les matins à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année, des gardes à partir de la 4e année et concours de l'internat à partir de la 6e année. Et c'est ça qui m'a permis d'être cardiologue. Comment ça se passe pour toi? Déjà, la P1, comment ça s'est passé? Enfin, le PACES, du coup. Ouais, pas hyper bien. Enfin, pas hyper bien. C'était pas un enfer non plus, mais comme beaucoup de gens en médecine, je suis arrivé en première année en n'ayant jamais bossé au lycée. Juste, en ayant un peu de mémoire et ça suffisait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas bossé au lycée, mais ok, vas-y, je t'en prie. Non, quand même assez peu. Ouais. Et bah, du coup, forcément, je suis arrivé. En plus, j'avais personne de ma famille qui était en médecine, enfin, en tout cas, suffisamment proche ou jeune pour l'avoir fait il y a pas longtemps, et donc me donner tous les conseils pour bien démarrer. Du coup, j'y suis allé vraiment à blanc et sans savoir comment ça allait se passer. Okay. Et du coup, ça s'est mal passé la première année. J'ai fait au premier semestre au concours, j'ai fait 872 sur 1400, donc vraiment pas terrible. Ouais. En tout cas, ce qui te permet pas d'être donc du coup classé pour en médecine. Après, le confinement est tombé, donc de toute façon, je savais que c'était foutu, donc tant qu'à faire, autant faire un confinement en vacances. Et après, j'ai décidé de passer par la réforme qui me semblait bien pratique, parce que au lieu d'être que avec les redoublants de PACES et donc être tout seul avec que des gens qui en plus avaient fait des meilleurs classements que moi et tout ça, je dis que j'allais passer par le nouveau système où il y aurait que des nouveaux qui sortiraient du bac en plus bac Covid et que donc j'avais peut-être ma carte à jouer là-dedans. Et ça s'est bien passé, donc j'ai bien fait faire comme ça. Donc du coup, c'était purement stratégique. De toute façon, tous les concours, c'est stratégique, il faut trouver la meilleure manière. Donc du coup, c'est quoi cette réforme et comment ça s'est passé? Alors très simplement, c'est ce qu'ils ont. L'idée de base, c'était de supprimer le problème qu'il y avait quand, du coup, 90% des gens qui étaient pas pris en médecine après une première ou un deuxième essai étaient du coup de retour bac 0, donc comme sortie du bac. Donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est rajouter une porte de sortie avec d'autres licences. Et donc ils ont supprimé quelques cours de médecine pour rajouter à ça des cours de licence que l'étudiant choisit au début de l'année. Et ça va de sciences de la vie, sciences et techniques, jusqu'à philo, psycho et tout ce genre de trucs pour ouvrir un peu le panel plus d'étudiants. Alors ça c'est sur le papier, en pratique ça fait plus des gens qui vont, soit s'ils sont très scientifiques, vont s'en sortir avec des licences qui demandent globalement les mêmes compétences qu'en médecine, ou alors avec des gens qui ont un profil plutôt littéraire et tout ça, prendre des matières qui sont beaucoup plus faciles pour eux à travailler parce qu'elles nécessitent pas de travail justement, et après de tout se concentrer sur les cours de médecine. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ok, très bien, j'ai bien compris. Et donc du coup ça te fait une espèce de double programme, donc du coup tu as les matières de médecine et les autres matières. Et les cours à côté. Mais tout le monde a ça, il n'y a pas que des... Non, il n'y a personne qui fait que médecine. Ok, très bien. Ça n'existe plus ça maintenant. Ok, et si jamais tu rates médecine... À ce moment-là, tu restes dans la licence sur laquelle tu étais au départ. Et donc du coup tu repars sur une deuxième année? Ouais, de licence classique, et donc au lieu d'être bac 0, c'était déjà bac plus 1. Ok, je sais pas du tout au camp, okay, très bien. Donc félicitations, t'as eu ta première année, donc là t'es en 5e année, t'es à quelle fac? À Nice. Et ces 4 années de médecine, comment ça s'est passé? Pourquoi t'as voulu faire médecine déjà? C'est la vraie question. Ouais, alors ça c'est pas du tout réponse classique qu'on entend souvent. J'ai voulu faire médecine parce qu'au départ, au tout début, depuis que j'étais petit, j'ai toujours voulu faire architecte, et j'ai fait mon stage de 3e chez un architecte, et j'avais été finalement assez déçu parce que moi j'avais la vision, je voulais faire des immeubles à Dubaï. Donc comme c'était pas le cas du quotidien des architectes, j'ai un peu déchanté, et
Et donc je me suis retrouvé en seconde à plus savoir ce que je voulais faire. J'ai mes deux meilleures amies qui elles, voulaient plutôt faire médecine et qui m'ont convaincu de le faire. Et donc du coup je l'ai fait. Sauf qu'au final, aucune des deux l'a fait, donc j'y suis allé tout seul. Le mec s'est fait avoir. Oui. Mais par contre, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'au fur et à mesure, plus les années passent et plus je me rends compte que c'est vraiment la voie que j'aime bien. Alors, maintenant, accélération rapide, 5e année. C'est quoi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Donc, t'es en cardiologie. Ouais. Avant, t'étais en hémato-cancéro. Comment ça se passe une journée ou une semaine type Ouais, alors plutôt une semaine type. Ouais. Bah, parce que nous, à la fac à Nice, je sais que les autres, tu disais que toi, c'était que stage le matin et l'après-midi libre. Nous, à Nice, c'est pas ça. On fait un mois. Un mois, on est en stage tous les jours et un mois, on est en temps libre pour travailler tous les jours. Ce que je trouve qui est beaucoup plus pratique. Clairement plus pratique. Parce que du coup, on peut passer toute la journée à s'investir en stage et toute la journée à s'investir au boulot et pas faire une espèce d'entre-deux qui fait que t'as toujours la tête un peu ailleurs et en plus, commencer à bosser les bouquins à 13h après avoir mangé, c'est toujours un peu galère. Archi d'accord. Donc une semaine type, si c'est une semaine du coup de BU, donc quand je suis pas en stage, j'arrive à la BU le matin tranquillement à 8h. Bibliothèque universitaire. Je commence le bouquin que je dois faire dans la semaine, parce que du coup c'est des bouquins nationaux qu'on a, font 400-500 pages en général, il y en a je sais pas combien, une trentaine, une quarantaine à préparer pour le concours. Et donc je me fais mon petit programme de la journée tranquillement, après je rentre chez moi et je suis tranquille, je suis content, j'ai fait mon boulot. Et quand je suis en stage après sinon c'est service dépendant et si je suis dans un service sympa, je suis content d'y aller le matin et le soir je reste un peu plus, surtout s'il y a des choses à faire et tout ça. Et genre aux urgences par exemple, ou là quand j'étais en hémato, où l'après-midi il y avait des gestes un peu sympas, genre des myélogrammes ou des ponctions lombaires à faire, c'était un peu cool. Et sinon quand c'est plus des services classiques, c'est plutôt des mini-consultes et tout ça, là en général c'est un peu moins intéressant parce que du coup il y a moins de gestes à faire et tout ça. C'est plus pratique pour un peu se remettre les idées en place et revoir bien toute la prise en charge. Pour découvrir, je trouve que c'est pas le truc le plus intéressant et vraiment qui donne envie d'y aller. Ok, top, j'ai bien compris. Et juste ton rôle pour que les gens comprennent. Ouais. Parce que moi, mon rôle en tant qu'externe, c'était un peu compliqué. On était un peu les sous-fifres et il y avait que quelques stages où c'était vraiment très intéressant. Où il y avait une espèce de pas de fusion, mais de complémentarité entre l'externe, l'interne et le PH. Mais ça, c'était que très rare, en tout cas dans mes souvenirs, c'était vraiment pas souvent. Toi, ton rôle en tant qu'externe... Ça a bien changé quand même. Ouais, alors là, tous les stages que j'ai fait pour l'instant, j'en ai fait 6, 7, 8, où là je crois que c'est mon 9e stage, ça s'est toujours super bien passé, toujours dans de très très bons services, tout ça. Après, parce que je choisis bien aussi, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Non. Mais sinon, après tout dépend des stages. Si c'est aux urgences, par exemple, on fait le boulot de dégraissage un peu pour les internes, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à voir les patients nous-mêmes, tous, enfin, ils nous laissent, s'ils sentent un peu qu'on peut gérer, ils nous laissent en autonomie, aller les voir et tout ça, faire le premier interrogatoire, première auscultation, pour un peu savoir où s'orienter. Ensuite, nous on revient, on leur fait notre topo, donc toute l'histoire du patient et tout ça. Et ensuite, ils reviennent faire une deuxième visite avec nous qui du coup est plus courte pour eux parce qu'ils savent déjà sur quoi s'orienter. Et en même temps, ils récupèrent les erreurs qu'on a faites, soit par oubli, soit parce qu'on pensait à autre chose et qu'on s'est complètement trompé, ce qui arrive beaucoup de fois aussi. Et après, on fait les prescriptions d'examen et tout ça. Et ensuite, on passe comme ça d'un patient à l'autre au fur et à mesure des différents examens qui arrivent pour ensuite pouvoir revenir avec le résultat sur le patient précédent et tac tac tac, et on avance comme ça toute la journée sur la prise en charge en parallèle. C'est très intéressant pour que les gens comprennent. Donc c'est vraiment comme ça qu'on apprend en médecine, c'est que on a le droit et on est poussé à voir les patients, à globalement mettre nos connaissances en pratique. Mais par contre, effectivement, on n'est même pas bébé médecin, on n'est même pas encore médecin, et il y a toujours un supérieur, donc soit un interne, soit un chef, soit un PH, qui nous corrige et qui nous explique nos erreurs. C'est vraiment très important pour que les gens comprennent, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Globalement, c'est comme ça que tu apprends, et je pense que en France, c'est comme ça que tout le monde apprendra. Donc 5e année, je pense que t'as pas encore de grandes responsabilités. Non, heureusement. Mais moi, je me rappelle quelques erreurs faites dans mes services. Toi, il y a quelque chose qui t'a marqué sur le plan médical? Moi, j'ai parlé d'erreurs, mais positif ou négatif, déjà en 5e année? Non, c'est plus, du coup, comme je suis souvent avec les internes, qui du coup ont beaucoup plus de bagages que moi et qui, surtout en général, quand ils sont à la fin de leur internat, sont quasiment médecins. Et je sais qu'avec certains, où on partage un peu le même type de personnalité, je sais toutes les erreurs qui vont m'arriver, typiquement les oublis, les inattentions, les trucs comme ça. Et je sais que c'est maintenant qu'il faut commencer à corriger ça pour éviter de faire des erreurs, mais c'est un enfer. Parce qu'on est sursollicité toute la journée, il y a toujours, en fait, c'est pas un point A et puis on a un truc à faire et tac et on enchaîne comme ça au fur et à mesure. Il y a plein de tâches, de quêtes qui sont à faire en même temps. Et il faut toujours garder en tête tout ce qu'on était en train de faire et chaque point d'avancée.
Et entre se mélanger les pinceaux entre les patients, quand en plus ils ont des noms qui se ressemblent ou des histoires qui se ressemblent aussi, c'est très vite arrivé. Enfin oui, oublier un patient, penser à un autre, aller le voir 2 fois, enfin ça arrive vraiment tout le temps. Je suis archi d'accord avec ça. Mais c'est marrant que tu le dises parce que c'est un bon truc et aussi un mauvais truc, c'est que en médecine on est un peu formaté comme des robots. C'est que en fait on nous met des milliards d'informations dans le crâne et pour que ça ressorte de manière assez systématique justement pour rien oublier. T'as encore la chance parce que du coup t'es en 5e année, t'as pas de responsabilité et il n'y a pas un service vraiment d'urgence. Mais moi je me rappelle par exemple en unité de soins intensifs cardiologiques où quand il y a un infarctus qui arrive ou un arrêt cardiaque qui arrive et qu'il est 4h du mat et que tu te réveilles, en fait on n'a pas le temps de tergiverser, on n'a pas le temps de se tromper de chambre et en fait il y a des choses qui arrivent un peu du tac au tac et c'est vraiment important d'apprendre à travailler comme ça parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient un bon médecin et effectivement tu vas passer par là. Top, ce que je vous laisse savoir c'est ce que tu voulais faire dans la vie et pourquoi. Alors du coup moi si le concours le veut bien m'orienter en cancérologie. Alors au départ oui c'est aussi ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand je suis rentré en médecine j'avais évidemment une idée en tête, c'est que je voulais faire psychiatrie. D'accord. Et finalement pas du tout. En fait au même moment où j'ai été un peu déçu par l'apprentissage de la psychiatrie, j'ai été en même temps conquis par quelque chose que je connaissais pas du tout qui s'appelait l'anapathie. Parce qu'en première année j'avais déjà un peu les cours de biologie cellulaire que j'aimais bien, mais là avec la découverte de l'anapathie et du coup toute la cancérogénèse et tout ça, en fait j'ai découvert la voie du cancer à ce moment-là et intellectuellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu très vite. C'était en 2e année qu'on avait ces cours-là au tout début en plus. Et, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis petit à petit, je me rendais compte que à chaque fois que je fais un bouquin, parce que par exemple c'est, je sais pas, le bouquin de pneumo par exemple, toutes les pathologies du poumon, et y compris toujours dans chaque organe qu'on fait, la partie cancéro. Je me rendais compte que c'est toujours cette partie-là que je faisais vraiment avec attention, et où j'avais pas l'impression de bosser en la faisant, où c'était presque une lecture plaisir. C'était, je trouvais ça hyper intéressant et tout. Et comme j'ai remarqué que ça revenait de façon assez récurrente, je me suis dit pourquoi pas choisir la cancérologie. Et là, avec le bouquin de cancéro que j'ai fait, c'était vraiment super. Top. Pour que les gens se rendent compte, l'anapathie, donc du coup c'est l'étude. Oui, c'est l'anatomopathologie. C'est effectivement d'un point de vue cellulaire, c'est un peu les lames au microscope. Et la cancéro, c'est effectivement la prise en charge des cancers. Et donc du coup, il y a d'autres matières que la psychiatrie que tu ne veux pas faire? Toutes les chires, globalement. La chirurgie, c'est parce que j'ai 2 mains gauches, donc ça c'est très bien de question. Mais je pense que tu as énormément de chance parce que moi, ça m'est arrivé de savoir ce que je voulais faire. Donc la cardiologie, c'était 1 an avant toi, donc en 4e année. Mais j'ai surtout su ce que je ne voulais pas faire. Et donc la médecine générale. Je suis passé en médecine générale en stage et j'en garde un bon souvenir, mais je savais que il fallait que je travaille pour le concours pour ne pas avoir médecine. Là, le concours, globalement, est-ce que c'est toujours comme moi? C'est 6e année, les meilleurs... Oui, premier arrivé, premier servi, et le dernier France qui reste, il reste. Exactement. Mais juste les modalités du concours, comment ça se passe? Alors moi, maintenant, c'était sur 3 jours, c'était à l'écrit, mais je pense que ça a bien changé. Alors pas tant, c'est toujours sur 3 jours, sauf que nouveauté 2e, c'est que le concours est plus en juin de 6e année, il est en octobre de 6e année. Ok. Donc c'est-à-dire que là, pour moi, il est dans 6 mois. Alors, il est en octobre de 5e année, du coup. En octobre de 6e année. Là, je suis en 5e année, je passe l'été, je rentre en 6e année, en octobre, j'ai le concours. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il est vraiment en début de la 6e année. Ok. Oui, donc on a ok, très bien. Donc, on a largement 6 ou 8 mois de moins. Mais pourquoi, du coup? Enfin, pourquoi? Alors, je pense que le rationnel de ça, c'est d'avoir voulu faire en sorte que les 6e années ne soient pas toute l'année dans leur bouquin et à fuir les stages pour apprendre le plus possible par cœur chaque petite virgule pour le concours qui était à l'époque en juin. D'accord. Ils l'ont remonté pour que l'année de 6e année soit plus concentrée vraiment sur les stages, pour pas qu'on arrive à l'internat en n'ayant aucune pratique. Très bien. Je pense que c'est ça. Je l'ai lu nulle part, mais c'est la seule déduction logique. Ok, d'accord. Donc pour que les gens comprennent, ça fait vraiment 1 an de moins pour réviser, quoi. Pour quasiment le même volume de connaissances. Honnêtement, j'étais pas au courant, mais juste je suis un peu abasourdi parce que pourquoi je suis abasourdi? Parce que effectivement, notre métier, on l'apprend en stage. C'est bien d'avoir le contact des patients, de comprendre comment la médecine marche, mais il y a un moment, il faut des bases de médecine, enfin il faut des bases de connaissances. Et moi, honnêtement, pour la faire court, mais j'ai commencé à travailler très très sérieusement à partir de la fin de la 4e année, où ça m'a mis 5e année, 6e année, 2 ans pour vraiment bachoter à fond. Et pour moi, c'était impossible d'avoir une année en moins. Bah, finalement, ça revient au même, parce que nous, on commence à bien bachoter à part de la 4e année, du coup. Donc ça fait 2 ans aussi. Ouais, c'est vrai. Après, en 4e année, entendons bien, j'ai quand même travaillé, mais ok, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui vais changer. Ok, très bien. Mais c'est vrai que ça donne des programmes particulièrement intenses. L'année dernière, le pire semestre que j'ai jamais fait de ma vie, j'ai jamais autant travaillé. On avait 4 mois, du coup, c'était février, mars, avril, mai, et on avait les partiels tout début juin, dont 2 mois de stage.
Ok. donc c'est-à-dire 2 mois de BU. Et parmi tout ça, on avait 12 bouquins à faire, donc tous entre 300, 400, 500 pages. C'est médecine, quoi. Ok. Ouais, on s'adapte, ça. Donc tu le passes en octobre. Ouais. Les résultats. On a tu les as- premiers résultats une semaine ou 10 jours après. Ok. Et ensuite, il y a la deuxième partie du concours, parce que ça, c'est la première Ah partie. Ouais. Et cette fois-ci, c'est celle qui est bien en fin de 6e année. Et là, ça s'appelle les Écosses. Alors, je sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais globalement, c'est une dizaine de fausses consultations de 8 minutes, un oral en fait, où on a des situations de départ. Par exemple, je sais pas, on va voir un patient où on a une petite vignette où c'est il a fait un accident, il est tombé, il faut qu'on fasse l'examen clinique rapidement pour poser une prise en charge. Et voilà. Et c'est des trucs qui sont très thématisés et très restreints. C'est parce qu'évidemment, en 8 minutes, on n'a pas le temps de faire une prise en charge qui pourrait durer des mois en réalité. Et c'est sur le petit déroulé rapide. Et on a ça où on a des gestes techniques aussi, comme par exemple, on peut avoir une station où c'est arrêt cardio-respiratoire. Donc là, il faut faire la réanimation. Ok. On a aussi des sutures aussi, tout simplement. Et après, des trucs un peu plus... ça, je trouve que c'est pas mal qu'ils aient rajouté ça. Plus... qui sont pas dans les bouquins, où ça, c'est vraiment un truc à faire en vrai. C'est par exemple des annonces de maladies chroniques, de cancer, enfin, de pathologies lourdes ou de choses comme ça, où du coup, c'est des petits entretiens avec le patient pour un peu lui expliquer la suite des événements et tout ça, et qui est plus concentré sur l'aspect empathique et délivrer l'information pour que le patient puisse la recevoir sans lui mentir, en même temps lui disant la vérité, pas non plus en l'assommant de termes médicaux. Ouais. Et j'aime bien cet exercice-là. Effectivement, je pense qu'il est très important en médecine. Moi, clairement, je l'avais pas appris, je l'ai appris sur le terrain. Mais par contre, il y a deux choses qui me perturbent. Donc ça veut dire que tous les étudiants ne sont pas jugés sur la même chose. Si, c'est ça, ils ont réussi, je sais pas par quelle magie logistique, mais à faire en sorte que toutes les stations se déroulent systématiquement synchronisées sur toute la France. Je crois que ça doit durer un jour ou 2 peut-être maximum. Ok. Et tous les étudiants rentrent tous dans dans la pièce en même temps. Et Oh, ah oui, non, c'est un chef d'orchestre, ok, ouais, très bien, ok. Et justement pour qu'il y ait aucun sujet qui puisse fuiter, et tout le monde a strictement les mêmes sujets et tout ça. Ok. Alors après, ça pose toujours la question de la subjectivité de l'évaluateur, parce que même s'il a une C'était ma grille et deuxième tout ça, question, ouais. il y a toujours quand même la petite subjectivité entre l'étudiant qui arrive et qui a l'air plutôt sûr de lui, qui sort directement bien son truc et tout ça, quelqu'un au contraire qui va un peu plus galérer, mais même si au bout des 8 minutes, les deux ont ressenti la même prise en charge, il y a quand même toujours le facteur... il faut draguer Effectivement, il y a clairement le facteur subjectivité, et surtout sur des sujets tels empathie et annonce diagnostique, Ouais. où en fait, après c'est sur ça qu'on doit juger, je pense, un bon et un mauvais médecin. Je suis vraiment perturbé par ça. Honnêtement, Et là, ça fait que l'année dernière, c'est la première année où ils ont testé ça. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Ok. Toujours des gens qui ont râlé sur parce qu'évidemment, comme c'est nouveau, il y a toujours des trucs qui vont pas, des choses à améliorer, tout ça. Mais globalement, c'est c'est toujours mieux avant, c'est toujours mieux à mon époque et tout. Moi, c'était clairement 3 jours, des épreuves, il y avait 10 épreuves. Alors moi, j'ai pas connu XM, Ah ouais. c'était vraiment je suis vieux, oui. Mais merci. Non, j'ai toujours cru que Moi, c'était vraiment juste des mots-clés, des PMZ, donc c'est pas mis zéro, des mis zéro, c'est-à-dire si jamais tu mettais un mot ou une prise en charge, t'avais 0 à la question ou 0 dossier. Et c'était clairement la connaissance, fallait recracher ton cours, et voilà. Mais au moins, il y avait aucune subjectivité, il fallait juste bien écrire, donc lire lésiblement, et les correcteurs, je me souviens, c'était, ils avaient leur stylo et ils notaient au mot-clé. Genre, si jamais il y avait pas de syntaxe, c'est juste, ils voyaient le mot-clé, c'était ça. Donc ouais, c'est deux méthodes complètement différentes. Après, c'est bien qu'il y ait une évolution, honnêtement, je suis plutôt surpris. Après, agréablement, je sais pas. Cancéro, c'est combien d'années? 5. 5 années. Comme globalement la plupart des spécialités classiques. Il y a que, en fait, les plus courtes maintenant, parce que même la médecine générale a gagné une année de plus. Ouais. Donc c'est le plus court avec 4 ans. Après, sinon, c'est 5 pour toutes les spécialités d'organes classiques. Et après, c'est la chirurgie qui commence à monter beaucoup avec 6 ou 7 en fonction. Ouais, très bien. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, ton métier, tu l'imagines comment? Moi déjà je me vends libéral, je me vends dans une structure hospitalière ni clinique. Pourquoi? J'aime pas le salariat, moi j'aime bien organiser ma journée comme je veux et mon temps, ce qui m'empêche pas d'être, je sais pas, dans une structure plus petite comme une maison médicale ou ce genre de choses, mais je préfère être en petit comité restreint plutôt que les grosses structures administratives que je trouve très pesantes et que je trouve qui nous enlèvent beaucoup de liberté de métier. Donc libéral. Alors, j'allais pas parler effectivement du côté libéral salarié, mais salarié ou hospitalier, pardon. Comment tu vois ton métier tous les jours? Moi, j'aimerais bien en fait savoir la vision que tu as de ton métier plus tard, sachant que je suis persuadé que ça va pas du tout ressembler à cette vision d'aujourd'hui, mais au moins ça sera filmé et tu vas t'en rendre compte. Comment t'imagines un cancérologue en libéral? Je vois comme une journée classique de spécialiste où on a les consultations qui se suivent les unes après les autres en fonction à chaque fois de chaque patient, de chaque histoire, de chaque cancer et tout ça. Okay. En proposant toujours les thérapies les plus innovantes et prouvées qui fonctionnent le mieux. Et ce que je vois surtout, c'est justement des journées
qui change tout le temps, enfin pas forcément d'un jour sur l'autre, mais en tout cas que plus j'avancerai en âge, les traitements seront de toute façon voués à changer au fur et à mesure du temps, où on découvre toujours de nouvelles cibles moléculaires à attaquer, de nouvelles façons de traiter. Parce qu'en fait, c'est pas, enfin, on dit toujours le cancer, mais en fait c'est les cancers, et il y en a quasiment un par patient et un par organe. Enfin ça fait des nombres astronomiques, et même parfois dans un seul cancer, il y a tellement de sous-types différents qu'en fait on en traite plusieurs en même temps. Enfin bref, et tout ça fait énormément de points d'attaque, d'angles d'attaque différents, qui fait qu'on peut avoir plein de traitements qui changent au fur et à mesure des années. Et ça, je trouve ça très excitant, et ça me plaît beaucoup comme façon de faire. Ok, donc si je comprends bien, ça c'est purement la spécialité, la cancéro, ouais. Et le mode d'exercice, c'est juste la pesanteur administrative. Oui, globalement, c'est plus une question de confort que... Ouais, très bien. Ville ou campagne ? Entre les deux. Il fait jamais tout comme les autres. Mon rêve idéal, ce serait de m'installer à Aix, parce que j'adore cette ville, et que surtout c'est pas loin de la campagne. Donc garder la maison de famille qu'on a sur le plateau de Valençol, et pouvoir y aller les week-ends et tout ça, parce que c'est à peine même pas 45 minutes d'Aix, et du coup pouvoir être la semaine en cabinet et tout ça, donc en ville, et le week-end et en vacances à la campagne. Parfait. Il y a une des questions que je voulais te poser, mais du coup t'as fait la connexion très bien, c'est ton équilibre vie pro, vie perso. Tu dois travailler beaucoup, tu dois travailler 2 jours par semaine. Non, je me vois travailler le plus possible, je pense, au début, en ralentissant le temps de fonder une famille et tout ça, et ensuite reprendre petit à petit, une fois que les enfants grandissent et qu'ils sont plus aussi dépendants, et que là, à ce moment-là, je peux recommencer à refaire des grosses journées. C'est quoi le plus possible ? Ce serait bien du 45-50 heures par semaine, je pense. Ok, très bien, honnête. Sachant qu'en internat, du coup, tes collègues, tu connais des cancérologues en interne ? Non, j'ai pas de potes internes en onco. J'en ai en ton stage d'avant, onco hémato, ils travaillaient beaucoup, les internes. Oui. Ouais. Je saurais pas dire combien de gardes par mois, mais j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Et surtout en journée, il est toujours là avant que j'arrive, et le soir après, il partait. Enfin, c'est très souvent, il partait à 20h, 21h, voire un soir, il est parti à 23h30 ou minuit, je sais plus. Il était pas de garde, du coup. Non, il était pas de garde. C'était juste parce que il fallait finir tout. Après, le pauvre, il avait tout un service avec 16 patients à gérer, et c'était le seul interne. Et ça, normalement, c'est pas. Enfin, là, c'est une mauvaise configuration qui s'est faite. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Ils sont censés être au moins 2, et donc forcément mathématiquement diviser le travail par 2. Mais en l'occurrence, lui, le pauvre était tout seul. Ok. C'est bien connu que les internes bossent largement. Je crois que c'est 90 heures par semaine la moyenne. Alors, je sais pas quelle est la moyenne. En tout cas, il y a l'Union européenne qui a mis une certaine loi qui normalement ne doit pas dépasser 48 heures par semaine. Mais bon, il y a la loi et la vraie vie. Après, pour être totalement transparent, alors moi, je fais partie de la génération qui travaillait beaucoup, je pense, mais c'était l'instauration du repos de garde. Moi, je suis vraiment l'arrivée où j'ai eu le droit dans certains stages en avançant mon repos de garde. Mais après, l'argument que tout le monde dit, c'est que en fait, plus on bouffe du patient et plus on travaille, mieux, enfin, plus on est médecin et meilleur on est. Mais après, il y a effectivement cet équilibre et la loi, en fait, on se doit de pas travailler jusqu'à pas d'heure. Alors après, c'est sûr que si on voulait limiter les internes à 35 heures par semaine, l'internat durerait 10 ans en plus, donc exactement, ça serait pas possible. Ou l'hôpital s'effondrait. Mais oui. On a la chance, en tout cas quand on arrive en 2e année, d'avoir un panel de possibilités qui, je pense, est assez grand pour te fournir un mode d'exercice et une spécialité qui te convienne. Honnêtement, oui. Enfin, souvent on entend dire qu'il faut absolument être, on met l'empathie quasiment au-dessus de tout, mais je connais des gens qui sont, qui savent qu'ils sont entrés en médecine, pour diverses raisons, on s'en fiche, mais c'est surtout qu'ils l'ont, en tous les cas ils l'ont fait, et ils ont pas d'empathie. Ils le savent que les patients, c'est vraiment, ça leur plaît pas et tout. Donc à ce moment-là, ils se dirigent plutôt vers des spécialités de labo, comme justement un APAT ou biologie moléculaire ou médicale ou ce genre de choses. Il y a énormément de spécialités où en fait on voit pas de patients, on voit soit que des lames de d'histologie ou de cellules, soit des écrans d'ordinateur. Donc honnêtement, ce serait pas tant sur la personnalité ou des choses particulières. Ce serait plus pour. En fait, c'est un équilibre qui est très variable parce qu'il y a beaucoup de personnalités différentes. C'est pas comme ingénieur par exemple où on aurait des gens qui doivent être le plus scientifique possible. Nous, il y a beaucoup plus de degrés de liberté, je trouve, dans ce qu'on fait. Je suis d'accord. Et si on est à la frontière, je trouve, de plusieurs sphères de compétences en même temps. C'est qu'il faut à la fois évidemment un esprit scientifique pour bien traiter ses patients et bien savoir comment on fait, comment tout fonctionne et tout ça. Et en même temps, il faut quand même un côté plus pas forcément créatif, je dirais, mais plus vraiment de liberté, de savoir d'oser faire un peu des choses différentes et de pas rester toujours dans les mêmes trucs et tout ça, parce que il y a tout qui change tellement souvent que ce soit déjà du patient entre l'un à l'autre, c'est très différent. Ça faut être vraiment très changeant, je pense. Ouais, archi d'accord.
Après, il est facile aussi en médecine d'avoir la tête dans le guidon. Moi, je sais que une des choses qui m'a marqué, c'est que deuxième année, quatrième année, je me suis beaucoup amusé, j'ai eu beaucoup de choses. Quatrième année jusqu'à ma dernière année d'internat, genre j'avais tête dans le guidon où j'ai pas vu grand chose de la vie. Mais donc du coup, il faut aussi avoir cet esprit de curiosité. Ouais. Et c'est pas parce qu'en fait on est cardiologue ou radiologue ou cancérologue qu'il n'y a pas d'autres choses dans la vie, que ce soit d'autres spécialités, mais même oui, juste d'autres bouts. Ouais. Mais pour rebondir sur ta question aussi, c'est que moi-même quand j'ai choisi la cardiologie, après c'est une spécialité qui est énorme, il y a toujours un mode d'exercice qui te conviendra. Et moi, personnellement, entre quand j'ai commencé l'internat où j'ai fait majoritairement l'unité de soins intensifs et la réanimation par exemple, c'est clairement des spécialités d'urgence où tu fais des gardes, tu vois des trucs compliqués où tu poses des cathéters, où t'as du sang et tout, genre trop bien. Là aujourd'hui, mais jamais de la vie je refais ça et je suis très bien dans effectivement un cabinet libéral avec des patients habillés qui parlent. Donc voilà. Non, honnêtement, il y a énormément de modes d'exercice et c'est surtout sur le côté changeant, c'est que c'est pas parce que tu arrives en médecine avec une spécialité en tête que tu vas forcément finir avec cette spécialité. Ah oui, ça c'est systématique. Psychiatre et cancérologue, chirurgien, cardio. Et cardiologue après, voilà, mais c'est pas du tout le même métier. Beaucoup de gens qui changent en cours de route. Exactement. Mais surtout, c'est vrai que c'est facile pour l'extérieur de nous voir un peu comme une secte et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a notre propre langage et tout ça, et qui fait que c'est très... Enfin, on se comprend entre nous, mais de l'extérieur, des fois, c'est vraiment du charabia. Et c'est vrai que c'est très important de rester très ouvert sur le monde extérieur pour un peu casser cette image du médecin qui est très enfermé dans sa bulle. Mais c'est très important, hein. Honnêtement, ça tu le dis, mais alors moi honnêtement, après aucune prétention, mais effectivement je pense être un bon médecin, d'avoir une bonne formation, et ce que je vois au niveau de la patientèle, c'est la capacité à parler français et à parler leur langage et à ce que le patient puisse comprendre à la fin de la consultation exactement ce qu'il a, ce que tu lui as dit et la prise en charge par la suite. Parce que parler compliqué ou parler médecin, ok, t'es un bon médecin, mais le patient à côté de toi, il saura pas quoi faire, tu lui auras rien expliqué, il aura des milliards de questions et ça c'est prouvé, la pédagogie et l'éducation thérapeutique, ils font des patients beaucoup mieux soignés que des patients ignorants et c'est aux médecins de se forcer à parler moldu. Non seulement elle aura sa place, mais surtout c'est que je comprends pas pourquoi elle l'a pas encore. Moi je vois ça de plus en plus que tout le monde utilise chat, pour parler que de ça tous les jours. Enfin c'est très souvent qu'on demande soit pour refaire les mots pour les dossiers des patients et tout ça, pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose que juste une prise de notes. Déjà ça c'est vraiment pour le truc de base qui fait quand même gagner un petit peu du temps. Ou alors je sais que moi je l'utilise parce que justement j'ai pas les connaissances, donc pour m'orienter un peu. Très souvent je lui demande un peu, quand c'est des trucs un peu intéressants, genre je lui fais un peu le topo du patient, je lui dis patient de X âge, viens pour tel truc, machin, on a ça sur le bilan, tac, à quelles étiologies tu penses? Il me sort plusieurs hypothèses et puis je réfléchis en fonction de ce qui me paraît parce qu'évidemment il connaît pas tout, donc mais ça me donne déjà un premier jet. Quand vraiment je sais pas, c'est pas mal pour un peu m'orienter. Après je pense qu'honnêtement tout le monde le fait. La deuxième chose, c'est la fac de médecine, elle t'en parle de l'intelligence artificielle. La fac de médecine ne s'occupe pas de nous, hein. Non mais globalement, enfin moi c'était plus, elle s'en fout, est-ce qu'elle t'en parle ou est-ce qu'elle te l'interdit? Alors non, l'interdire pas du tout, s'en foutre je pense oui, ou alors ils font des petites déclarations d'un côté, mais que nous on voit pas en tout cas. Okay. Enfin ça par contre, j'ai fait une petite blague, mais c'est vrai que blague à part, par contre c'est vrai qu'on est très, on est vraiment laissé en totale autonomie quasiment. On a des cours, mais une fois tous les 36 du mois, et globalement sur une année c'est vient le jour des partiels et puis après le reste basta. Ça n'a pas changé. Oui. Mais donc ça je trouve que c'est très pratique aussi parce que du coup je rebondis sur la question d'avant sur quel plutôt profil il faut avoir. Je pense que oui ça faut vraiment être plutôt autonome pour faire médecine et moins mon frère par exemple qui a fait prépa, lui il aimait bien justement être poussé tous les jours à faire tac, des trucs, surtout des exos où tu vois la quantité de travail que tu as produite. Alors que nous, c'est plus un truc qui est très informe, c'est toujours difficile de mesurer le taux brut de connaissances qu'on a. Est-ce que si tu as lu tel cours, si tu as fait 100 pages aujourd'hui, est-ce que si tu les as fait sur 3 heures, sur 4 heures, sur 10 heures, qu'est-ce que tu en as retenu vraiment? C'est toujours très difficile à quantifier, je trouve. À la fois, c'est très stressant, mais en même temps, ça donne un degré de liberté aussi que je trouve qui est très appréciable. Mais après, là aussi, ça dépend des gens. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, juste, elle vous en parle pas. Et non, chacun fait ses petits trucs dans son coin. Je sais que j'entends des fois des gens qui en parlent, des gens qui mettent directement les QCM à chat pour voir déjà juste s'il y arrive, pour savoir s'ils lui font confiance ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont payé pour lui donner tous les bouquins et qui se basent uniquement là-dessus pour ressortir strictement chaque information des livres. Okay. C'est très pratique aussi. J'ai pas essayé encore, mais c'est très pratique. Moi, je pousse mes collaboratrices à le faire. Moi, c'est bien parce que tu mets juste l'intégralité de ce qu'on peut te poser des questions, tu lui rentres tout ça dedans et ensuite soit il peut te revomir des questions ou surtout
surtout, ce qui est très pratique, c'est pour chercher une info, que tu perds pas 100 ans à chercher de putain dans quel bouquin j'ai lu ça et tout ça. Surtout que sur Internet, il y a toujours des contradictions en fonction des dernières recos, en fonction de sur quel site tu tombes, en fonction de la situation et tout ça. C'est toujours très compliqué, je trouve, quand on a quelque chose de très précis à chercher. Et ma question, c'est plus dans la pratique médicale. Donc du coup, t'es passé en onco-hémato, t'es en cardiologie. Donc c'est quand même des spécialités où il y a un peu de technique, il y a un peu d'image, de choses particulières. Il y a à l'hôpital, il y a de l'intelligence artificielle dans ce genre d'outils où c'est toujours un peu pas archaïque, mais en tout cas, oui, non, je sais qu'il y a des. Parce que j'ai un pote qui est un nanapathe qui lui a. Enfin, ils se font aider. Il y a eu. Enfin, je sais qu'ils ont une IA à disposition pour lire les lames et tout ça, et qu'elle est évidemment de plus en plus performante. Mais ça fait un moment déjà que ça existe. Et après, sinon, dans l'usage quotidien, non, pas tant. Non, pour décompresser, moi, j'ai besoin de voir mes amis et tout ça. Il y en a, c'est le sport et tout. Moi, j'avoue que c'est plutôt les sortes. Mais ça peut être juste aller boire un coup un soir ou manger ensemble au resto et tout. En fait, je considère que c'est débile de rester enfermé chez soi toute la sainte journée pour se donner une espèce d'aura de oh là là, je fais que travailler, mon Dieu, qu'est-ce que je travaille bien. Et alors que de toute façon, le soir, si de 20h à 21h tu ne travailles pas, tant qu'à faire, autant sortir avec des copains. Moi, comment je le voyais, donc effectivement, moi j'étais plutôt team bibliothèque universitaire plutôt que chez soi. Et en fait, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai voulu faire une spécialité. Il y a énormément de potes qui voulaient juste être médecins et donc du coup qui travaillaient pas, ils n'avaient pas forcément un but ou vraiment un objectif. Donc moi, le fait d'avoir eu envie d'être cardiologue, ça m'a clairement aidé. Après, la deuxième chose, c'est que quand t'es dans une BU et que tout le monde fait comme toi, eh ben, t'es un peu entraîné sur ça, sur le fait que du coup, t'arrives à 8h, tu manges à midi et demi, tu recommences à 13h30, t'as ta pause à 16h et tu vas boire une bière à 20h. Et après, je suis archi d'accord sur ce que tu dis, c'est le fait de pouvoir un peu décompresser tous les jours. Honnêtement, décompresser, c'est juste si jamais il y a une après-midi où en fait tu relis la même page et que ça rentre pas, et que ça rentre pas, là, faut abandonner tout de suite, fais une pause et juste fais autre chose et voilà, et tu revois là. Et c'est plus une technique de travail et c'est se connaître soi-même. C'est voilà, après ça reste entre guillemets aussi pas un sport de haut niveau, mais vraiment il y a quand même une certaine exigence à avoir. Donc du coup il y a le sommeil, il y a la nourriture, il y a pas trop faire de la merde niveau alcool, niveau autre chose, si jamais tu veux arriver à tes objectifs. Moi je l'avais pas du tout en 5e année, en 4e année, mais je me rends compte que je le faisais inconsciemment et c'est a posteriori que je me dis que effectivement ça je pense eu énormément de conséquences sur ma réussite. Enfin, en fait t'as pas le choix, il y a toute ta promo et tout le monde le fait. Alors ça aussi c'est très bien, c'est pas comme si tu avais une ligne d'arrivée. En fait l'idée c'est d'être le plus près possible. Tu peux pas en fait te dire 2 semaines ou 3 semaines avant, ok c'est bon, je suis prêt, j'ai tout et c'est sûr que je vais y arriver. Il y aura toujours un petit truc qu'il va falloir que tu vois. Globalement, il faut jamais s'arrêter jusqu'au concours. Moi, ce que je retiens, c'est que ça a globalement pas trop changé. Je pense que t'as une bonne mentalité, tu sais où tu veux aller. Et c'est cool de voir quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est cool aussi de voir quelqu'un qui a trouvé sa voie au fur et à mesure des études. Parce que faut pas se leurrer, il y a tout le monde qui dit non mais pour être médecin c'est des métiers patients, mais il y a énormément de gens qui font médecine parce qu'ils sont allés en fac de médecine et c'est un peu une fac poubelle et que genre ils se sont trouvés une passion après par la suite. Il y a énormément de gens qui veulent faire médecine depuis le début et qui font médecin et c'est très bien. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire et qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire en 6e année. Et eux, juste... Non, mais comme je l'ai dit, c'est que il y a énormément de choix de spécialités pour, je pense, être peut-être pas forcément épanoui, mais juste avoir... Comment? Ouais, le moins triste possible. Non, mais effectivement. Et après, il y a toujours des sales histoires. J'ai des potes qui sont allés en burn-out parce qu'ils ont fait la mauvaise spécialité et que, genre, ils se sentent vraiment dans un cul-de-sac, quoi. Parce que les choses que les gens ne disent pas, c'est que médecine, ça dure longtemps. Et globalement, t'es diplômé à partir de la thèse. C'est-à-dire que globalement, tu t'arrêtes en 6e année. Alors, le concours, je sais pas si t'as un diplôme au concours, mais en tout cas, la thèse, c'est vraiment ton diplôme de médecin. Donc, du coup, si tu t'arrêtes avant, techniquement, t'es personne. Et non, mais donc, du coup, c'est cool. J'ai adoré cet échange. Merci à toi, Milan. J'espère que vous avez aimé. Si jamais vous voulez faire médecine, honnêtement, c'est un très beau métier. Effectivement, ça va énormément changer parce que il y a l'intelligence artificielle, parce que même sur le côté politique, il y a beaucoup de choses qui vont changer en médecine sur la sécurité sociale et tout, mais ça reste un très beau métier. Moi, personnellement, je considère avoir de la chance de le faire. Donc, vraiment, si vous avez envie, allez-y. Si vous avez aimé cette discussion et que si vous voulez que j'interviewe d'autres internes, d'autres externes, d'autres médecins, dites-le moi. Et voilà, au revoir, salut.